Bonjour Stéphanie Tisseron. Bonjour. Vous êtes la conseillère, on va parler de votre livre, de votre roman, qui est vraiment un roman très drôle, très bien écrit, et où on apprend énormément de choses sur le fonctionnement du pouvoir, parce que donc, vous êtes journaliste, rédactrice en chef des hors-séries de l'Éléphant, vous avez fait une incursion dans le monde politique, vous avez été conseillère en communication pendant 3 ans de 4 ministres des gouvernements Hollande, et vous puisiez dans cette expérience ce roman dans lequel vous donnez des conseils, vous racontez la vie d'une conseillère ou d'un conseiller en communication, d'un cabinet actuel. Vous avez dépaysé dans le gouvernement Macron vos expériences, mais ça fait passer énormément de messages. Alors vous prenez beaucoup de distance et d'humour, et on découvre souvent avec étonnement les fonctionnements du pouvoir, les limites, les désenchantements aussi des collaborateurs tels que vous avez été. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de raconter de cette façon-là cette expérience ? Parce que le monde politique est un monde un peu fou. Donc c'est une matière extraordinaire qui se prête très très bien à la comédie. Donc en fait moi j'ai voulu raconter, après cette expérience de conseillère communication, j'ai voulu raconter les coulisses du pouvoir de façon à la fois drôle, humaine et pédagogique. Alors drôle, donc je viens de le dire, parce que tout est hors norme dans le monde politique, les personnages, les lieux, les circonstances, les situations. Quand vous êtes conseillère en communication dans un cabinet ministériel, c'est un peu comme si vous étiez à la fois directrice de communication et stagiaire. Voyez, donc dans aucune autre entreprise, vous ne retrouvez ce genre de situation. Ouais. Exactement. Donc c'est une patte, je dirais, une patte extraordinaire pour la comédie. Et c'est vrai que je voulais en faire profiter mon lecteur, et je voulais que mon lecteur s'amuse en lisant La conseillère. Alors, deuxième point, c'est je voulais aussi raconter ça de façon très humaine parce que toute cette histoire, elle est tirée de mon expérience personnelle en cabinet. Donc vous l'avez rappelé, dans différents cabinets ministériels. Et c'est un récit d'initiation, c'est-à-dire qu'on suit cette conseillère en communication qui débarque. Elle arrive dans un cabinet ministériel, elle ne connaît ni les usages, ni les codes. Elle découvre tout un univers et le lecteur découvre donc en même temps qu'elle cet univers. Et ce que je voulais décrire, c'est des hommes et des femmes qui font finalement, dans ce monde hors norme, encore une fois, qui font un peu ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que je ne voulais pas rentrer un peu dans ce qu'on a l'habitude de voir dans les séries télévisées, qui sont très bien faites, mais où on a toujours un peu le côté super-héros, tapis dans l'ombre, qui manœuvre, qui manigance un tas de choses, qui tire les ficelles, le conseiller de l'ombre, machiavélique, etc. Bon, ça peut exister aussi, mais mon ambition, c'était surtout de raconter la vie de gens aussi dans des cabinets ministériels. Et puis, la troisième dimension à laquelle je tenais aussi très fortement, alors ça c'est mon côté journaliste, je voulais expliquer. Je voulais vraiment que le lecteur, faire comprendre au lecteur comment fonctionnait un cabinet ministériel. Et puis, parce que je me suis rendu compte que c'est une réalité qui est très peu connue. De la méconnaissance naît la défiance. Donc, pour moi, c'était important de poser un certain nombre de choses et de raconter. Et ce livre, vous l'avez dit, c'est un roman, mais c'est vrai et puis c'est un roman comique, donc je tire les ficelles, mais je dirais que rien n'est vrai, mais tout est véridique. C'est-à-dire que même si les situations que je décris sont parfois extravagantes, voire complètement ubuesques, bien sûr que dans la vraie vie, elles ne se passent pas complètement comme ça, mais le point de départ est toujours vrai, c'est-à-dire correspond toujours à quelque chose qui est vraisemblable. Et un de mes points de fierté, c'est qu'un certain nombre de gens qui travaillent aujourd'hui dans des cabinets ministériels ou qui ont travaillé ou qui connaissent bien ce milieu me disent « Ah mais c'est complètement ça ». Donc ça veut dire que j'ai réussi à toucher quelque chose. Alors il y a des parentés, vous avez cité les séries, mais il y a des parentés par exemple avec la bande dessinée Quai d'Orsay et avec l'excellent film qui en avait été fait avec notamment Thierry Lhermitte. C'est vrai que c'est un peu le ton, mais vous, il y a plus de surprises dans la narration, il y a des rebondissements, c'est pas du tout téléphoné ce qui se passe, mais c'est au moins aussi hors norme, effectivement, vous l'avez dit. Alors dans votre roman, vous montrez qu'il existe un décalage entre les envies de communication du ministre, qui a aussi un agenda politique, qui a envie d'exister politiquement, et puis finalement ce qui se passe à la fin, et c'est une grande source de déception finalement, on sent pour le travail que vous faites un travail où vous travaillez énormément, les gens en cabinet travaillent énormément, et parfois ça n'aboutit pas. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi finalement ? Oui, souvent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles ça n'aboutit pas, mais on est aujourd'hui dans un monde très paradoxal d'hypercommunication, et dans ce monde finalement l'action politique est assez peu visible.
Donc c'est ce que je mets en scène de façon un peu humoristique dans mon livre. Quand par exemple mon ministre, personne ne parle de lui, donc il y a ces fameux UBM, unités de bruit médiatique, qui servent à mesurer la notoriété de votre ministre. Et puis, s'ils ont une UBM un peu raplapla, et en fait la seule fois où c'est un peu plus haut, c'est quand il se casse la figure en descendant d'une estrade. Bon. C'est un petit clin d'œil comme ça, mais c'est pour bien montrer que quelquefois, dans des cabinets ministériels, on voudrait échafauder de grands plans de communication et que finalement, la parole politique est très difficile à faire passer parce qu'on est dans un monde saturé de communication. Donc effectivement, il y a souvent cette frustration. Oui, tout à fait. Et alors, vous racontez qu'un des freins notamment, mais ce n'est pas un frein que pour la communication, c'est les relations entre ce cabinet qui tourne à toute vitesse, un peu en vase clos, et puis les administrations centrales des ministères et leurs directeurs qui, à un moment donné, se confondent en disant « non, ça, nos agents ne peuvent pas le faire, j'ai pas le temps, j'ai pas assez de monde ». Et vous racontez notamment une réunion au sommet où vous êtes lâché par votre ministre sur les grands projets sur lesquels il vous fait travailler. La conseillère a lâché. La conseillère, exactement. Et puis vous mettez à la fin cabinet 0, administration 1. Est-ce que ça se passe souvent comme ça ? Ça peut se passer comme ça, oui. C'est vrai que l'administration, elle a pour elle un avantage incroyable, c'est qu'elle a le temps. Voilà, c'est-à-dire que quand des conseillers ministériels arrivent, quand une équipe arrive avec son ministre, l'administration, souvent, elle est là depuis très longtemps et elle va rester ensuite. Donc, pour elle, elle a la durée, elle a la connaissance de tous les rouages administratifs. Donc, c'est vrai qu'elle occupe le terrain, je dirais. Bon, voilà. Et puis, on arrive très vite à une confrontation de ces deux tempos, effectivement, ce que vous disiez, entre les impératifs d'urgence de l'action politique, parce que quand on est ministre, on a très peu de temps. Enfin, c'est épouvantable. Voilà, le rythme des remaniements est quand même assez soutenu. Donc vous arrivez, vous pensez presque déjà à la fin. Donc il faut marquer le terrain très vite. C'est un rythme effectivement qui s'emballe très fortement. Et l'administration, elle, effectivement, est sur un autre tempo. Donc cette confrontation provoque, oui, parfois des conflits. Et alors, parfois, l'administration gagne, parfois non. Alors vous montrez que le politique, le ministre, est souvent mal préparé à l'action qu'il va devoir conduire. Il est dans une assez grande solitude personnelle. Les jeunes qui sont dans le cabinet, parce qu'en général, c'est des jeunes technos, sont un peu tous des hommes de 30 ans sur le même modèle, qui ont un peu tous la même formation, qui ne connaissent pas très bien la vie, qui de toute façon vont rejoindre l'administration, ce qui ne sera pas votre cas, vous, quand ça se termine, vous vous retrouvez à Pôle emploi. Donc cette confrontation des deux mondes, et puis tout le monde prépare finalement un grand projet de loi, parce qu'il y a quand même un projet auquel vous croyez. Vous essayez de persuader tout votre entourage qui va être très utile, qui va améliorer la vie des gens. Et puis patatras, alors que tous les arbitrages sont gagnés, ce projet de loi, il est reporté sine die. C'est la grande cruauté, du monde politique, oui, tout à fait. C'est que vous pouvez bosser de façon acharnée sur des projets de loi auxquels vous croyez, qui vont apporter vraiment du plus pour beaucoup de gens dans leur vie quotidienne. Alors d'une part, il y a ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire que c'est un peu invisible votre action, donc effectivement les gens autour de vous passent leur temps à vous dire qu'est-ce que tu fais au juste, voilà, à quoi ça va servir, alors il faut expliquer. Et puis du jour au lendemain, ça peut être complètement mis par terre parce que un remaniement, parce qu'un autre ministre a fait une boulette, parce que votre ministre a fait une boulette, parce que voilà, et vraiment du jour au lendemain ça s'arrête. Et éventuellement le projet de loi sur lequel vous étiez en train de travailler, il peut s'arrêter aussi, ou il peut être repris par un autre ministre, mais il sera repris par une autre équipe et éventuellement différemment. On pourra encore en parler pendant longtemps, on va laisser le lecteur le découvrir. Il y a énormément d'anecdotes très drôles, notamment sur les déplacements en province et tous leurs petits travers, tous leurs petits secrets, la rapidité et puis tout ce qui s'y passe de façon pas toujours coordonnée, notamment dans les relations avec la presse locale. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie Tisseron d'être venue nous parler de La Conseillère, de votre expérience sur le plateau de Xinfi Canal.